Salut les amis, c'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Ceci est ma deuxième vidéo conseil voyage et aujourd'hui j'ai décidé de refaire un petit point sur mes conseils que je vous avais donnés sur mon blog concernant un voyage, un séjour aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'encore hier j'ai découvert qu'une personne avait découvert qu'il fallait faire un ESTA, donc un visa de touriste, alors qu'elle partait dans 2 jours et que cette autorisation de voyage a été refusée. Et là malheureusement grosse panique à bord parce qu'aucune assurance ne remboursera un voyage non utilisé pour problématiques liées à un visa, donc à un droit d'entrée. On va faire un petit point ensemble et ensemble on va regarder les conseils que je vous avais donnés, peut-être que ça vous aidera un petit peu. Donc je parlais dans mon article des passeports émis avant 2006, qui est aujourd'hui presque quasiment impossible vu que tous les passeports ont une durée de validité de 10 ans, donc aurait expiré fin 2016. Donc théoriquement, vous avez un passeport biométrique, ce qui vous permet l'entrée sur le territoire américain sans visa. En revanche, ça ne vous exempte pas de demander une autorisation électronique de voyage, ESTA, que vous devez faire sur le site officiel du gouvernement au moins 72 heures avant la date de départ. Ceci est très important et plus vous attendrez, plus vous vous mettrez dans une situation de stress parce que votre autorisation peut être refusée et à ce moment-là, vous devrez vous rendre dans un consulat américain pour établir un visa de touriste. Par exemple, j'ai vu dernièrement une personne voir son autorisation de voyage électronique refusée parce qu'elle s'était rendue l'année dernière en Iran. C'était une raison d'exclusion de ce type d'autorisation de voyage. Donc il fallait à tout prix qu'elle demande un visa au consulat. Donc faites attention aux listes des pays que vous avez visités et dès que vous avez acheté votre billet d'avion pour les États-Unis, demandez votre autorisation de voyage. Celle-ci est valable 2 ans, vous n'avez pas à la renouveler pendant les 2 ans. Vous n'avez pas non plus la nécessité de changer l'adresse de séjour à chaque fois que vous retournez aux États-Unis. S'ils en ont besoin, ils vous la demanderont au port d'entrée. Les dernières choses, vous n'avez pas à l'imprimer. C'est électronique, c'est lié à votre numéro de passeport. Les douanes américaines ont tout ce qu'il faut pour savoir si vous êtes ou non approuvé. Et si vous ne l'êtes pas, il faut savoir que vous serez refusé l'embarquement depuis la France. Donc il n'y a aucun risque de prendre l'avion si celle-ci n'est pas approuvée. J'espère qu'on a expliqué. Dernier conseil concernant l'ESTA, quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est des sites qui vous proposent de réaliser l'ESTA pour vous, moyennant 70, 80, 100 euros. Il n'y a qu'un seul site officiel pour l'ESTA et l'ESTA coûte 14 $ pour 24 mois. Si vous voulez réaliser votre ESTA, vous tapez ESTA sur Google et c'est le premier site qui sort et qui indique clairement que celui-ci est un site du gouvernement fédéral américain. Tous les autres, à ignorer totalement. La suite, il va falloir déterminer la durée de votre séjour. Effectivement, vous ne pouvez pas partir de façon indéfinie aux États-Unis, que ce soit pour un voyage touristique ou des réunions d'affaires. Quand je dis réunions d'affaires, je ne dis pas d'aller travailler, je dis de rencontrer des personnes pour signer des contrats, pour assister à des conférences. Vous n'êtes pas salarié, vous travaillez pour aux États-Unis, ce qui est totalement illégal et qui nécessite l'obtention d'un visa. Donc, vous devez partir aux États-Unis entre 1 jour et 3 mois maximum, en sachant que vous avez le droit de rester 2 fois 3 mois par année calendaire, c'est-à-dire 6 mois. En revanche, les douaniers pourraient se poser des questions et vous devrez vous expliquer sur la durée de votre séjour, surtout si vous revenez 2 fois de suite dans l'année. Pourquoi? Donc, ayez quand même un plan de voyage si vous faites un road trip par exemple, si vous avez l'intention de traverser les États-Unis comme j'aimerais faire prochainement et cela demande quand même pas mal de temps, n'hésitez pas à imprimer vos documents et à prouver, à montrer ce que vous allez faire aux États-Unis pour que les douaniers ne pensent pas que vous vous présentez dans le pays pour venir travailler illégalement. Et même si ça peut vous paraître aberrant, beaucoup de personnes font encore ça aujourd'hui et se retrouvent interdites de territoire et remontent dans l'avion quelques heures après avoir posé les pieds sur le sol américain. Donc faites gaffe. Les moyens de paiement et assurance aux États-Unis. Je vous conseille vivement, quand vous partez aux États-Unis, de prendre une assurance santé et une assurance voyage. L'assurance santé étant une assurance qui vous couvrira en cas de problème de santé, maladie, accident. Je précise, maladie nouvelle déclarée pendant votre séjour. Donc si vous avez une maladie antérieure, comme moi par exemple, où j'ai été opéré de la thyroïde, ceci n'est pas pris en charge. Donc faites très attention, si vous avez des pathologies existantes ou préexistantes, cela n'est pas pris en charge par l'assurance, ce n'est uniquement les nouveaux problèmes. Vous devez prendre ça. Et une assurance voyage, si vous devez interrompre votre voyage, si vous avez un problème pendant votre voyage et vous devez par exemple être rapatrié
médicalement. Il faut savoir qu'un rapatriement médical peut coûter entre 20 000 et 50 000 euros, ce qui est une somme non négligeable. En prenant une assurance, vous êtes couvert. Généralement, si vous payez votre billet d'avion avec votre carte bancaire, vous avez théoriquement l'assurance incluse. C'est le cas des cartes American Express, France ou des cartes Visa Premier, Mastercard, Gold. Je vous invite à bien lire la notice de votre banque pour vérifier ce qui est couvert ou non et les assurances dont vous pouvez bénéficier. Ensuite, l'autre information importante, vos moyens de paiement. Je vois plein de gens dire oui, est-ce qu'il faut retirer, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut ceci. Déjà, il faut savoir que si vous faites 50 retraits aux États-Unis pendant un mois, vous allez avoir des frais à chaque retrait, entre 1 et 3 euros. Ça dépend des banques et des conventions que vous avez. Donc imaginez faire 30 retraits à 3 euros de frais, vous avez déjà 90 euros de frais que vous donnez à la banque, c'est jeter à la poubelle. Donc si vous avez besoin de cash, faites un retrait, par exemple de 500 $ et ne faites pas plein de petits retraits. C'est une erreur. L'autre chose à savoir, je vois beaucoup de gens dire oui, le bureau de change, il propose du change sans commission, mais vous imaginez bien que ce bureau a des salariés, c'est une société qui paye des charges, qu'elle ne vous fait pas du change gratuitement juste pour vous faire plaisir. Effectivement, il n'y a pas de commission, fixe à 6 ou 7 euros, sauf que si le dollar est à 1,15, donc 1 euro, 1,15 en termes de dollars, regardez bien les taux de change appliqués par les bureaux. En fait, en général, ils sont de 1,10, 1,11, donc en fait, il va vous donner moins et c'est comme ça qu'ils récupèrent. Mon conseil, en tout cas c'est toujours ce que j'ai fait, je tire avec ma carte française aux États-Unis une seule fois. Déjà parce que c'est le taux de la bourse qui est appliqué et surtout parce que j'ai un frais que je contrôle avec ma carte, c'est-à-dire 1 euro. Donc c'est des choses que j'avais négociées avec ma banque, en sachant que certaines banques proposent des partenariats avec des banques américaines. Donc du coup vous n'aurez pas de frais si vous faites des retraits du côté de la banque française. Autre problème, c'est les frais que prennent les distributeurs américains qui vont de 1 à 4 $ et ceux-là, généralement, ils sont perdus. Donc, faites le minimum de retrait possible, vérifiez votre convention carte bancaire pour vos frais et si vous ne voulez aucun frais sur votre carte, sur vos paiements, prenez une carte N26. J'avais fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et celle-ci ne prend aucun frais sur la transaction. C'est taux de change et c'est terminé, ce qui est plutôt cool. Autre point, le pourboire et les taxes. Les Français n'aiment pas laisser une petite pièce et pourtant aux États-Unis, les serveurs ne sont payés qu'au pourboire. Ils n'ont pas vraiment de salaire fixe. Donc quand vous êtes servi, si vous ne laissez rien, le serveur a travaillé gratuitement. Et ça, c'est pas cool du tout en fait. Vous imaginez, vous travaillez gratuitement? Je pense pas. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, par la société américaine, c'est de dire, voilà, si vous êtes satisfait du service, vous pouvez laisser entre 15 et 30% du montant de la note. En général, je laisse 18%, donc après ça dépend du montant bien entendu, et du service qu'il y a eu, si j'étais content, pas content, si la personne elle est venue souvent ou si elle est venue une fois prendre la commande et puis elle m'a servi les assiettes et puis elle a disparu. Donc ça aussi c'est à mon appréciation. Donc, vous n'avez pas d'obligation, mais pensez à laisser un pourboire. Pareil concernant les prix sont toujours affichés hors taxe aux États-Unis, donc hors TVA. Donc prenez garde à la note finale. Donc si vous avez une note finale que vous estimez à 100 $, il faudra rajouter en moyenne 10% de TVA, vous arrivez à 110 et rajouter en moyenne, allez, 20% de pourboire. Donc vous êtes déjà à 130 $. Donc vous avez 30 $ de supplément peut-être que vous n'aviez pas prévu. Donc faites attention à ce petit détail. Autre chose, on va vous demander du pourboire partout aux États-Unis. Sachez que quand vous allez prendre de la nourriture à emporter, un café, aller chez McDonald's, il n'y a pas de pourboire à donner, mais certains vont vous le demander. Ils vont essayer. Si vous avez envie de laisser un pourboire, c'est votre choix, mais le pourboire, c'est uniquement quand c'est un service qui est rendu. Parce que sinon, on va donner du pourboire à tout le monde. Même quand on va chez Gap acheter un jean, on va donner un pourboire au caissier. Bon, ça n'a plus de sens. Soyons un petit peu logiques. Autre point, le téléphone portable à l'étranger. Soit vous pouvez prendre votre téléphone Free ou SFR qui propose des forfaits aujourd'hui Europe, Amérique du Nord. Donc ça vous évite d'avoir des frais de roaming pour Internet ou pour vos communications à SMS. Ou si vous n'avez pas ce type de forfait ou vraiment si vous voulez être tranquille et pas avoir de stress, je vous recommande de prendre le forfait touriste de T-Mobile. C'est une carte prépayée que vous pouvez aller acheter à 15 ou 20 $ si je ne me trompe pas. Et qui vous coûte en tout 30 $ et qui vous inclut 21 jours de forfait téléphonique aux États-Unis et quelques gigas d'internet pour vous permettre de naviguer, répondre à vos SMS, si c'est des iMessage bien sûr, ou vos WhatsApp, et surtout de maîtriser totalement votre budget téléphone. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand on partait à l'étranger, qu'on avait des surprises de 50, 100, 200 € parce qu'on avait envoyé quelques photos et qu'on avait répondu à 3 mails, c'était quand même l'horreur. Aujourd'hui, ça a bien changé.
Donc, soit vous prenez votre ligne si votre ligne française vous le permet, ou alors vous pouvez prendre un forfait T-Mobile Tourist que vous pouvez acheter sur Internet et recevoir chez vous, ou tout simplement vous rendre en boutique en arrivant aux États-Unis. Évitez totalement les cartes SIM que vous trouverez dans les aéroports et les distributeurs, c'est généralement de grosses arnaques. Les transports dans les villes américaines, à New York, vous n'aurez pas besoin de voiture et si vous en prenez une, vous allez finir ruiné avec des coûts de parking qui vous facturent entre 10 et 100 $ la demi-heure selon la zone où vous allez garer. Oui, j'ai bien dit la demi-heure. Donc faites gaffe, New York, pas besoin de voiture. En revanche, si vous vous rendez par exemple à Miami, à Los Angeles, à San Diego, à Orlando, vous aurez besoin de voiture. Parce que les villes sont larges, denses et vous ne pouvez rien faire sans voiture. À moins de prendre un Uber à chaque fois que vous avez un trajet à faire, mais ça va vous coûter très cher. Il faut savoir que la location de voiture aux États-Unis n'est pas du tout chère. Vous pouvez vous en sortir avec des locations par jour à environ 40 $. Un plein va coûter environ 40 $. Donc voilà, si vous êtes dans une de ces villes-là, prenez une voiture. En revanche, New York, Las Vegas, San Francisco, vous n'avez absolument pas besoin de voiture si vous restez au centre-ville parce qu'il y a des métros, il y a des bus, vous pouvez aussi marcher ou prendre exceptionnellement des taxis ou des Uber quand il y a besoin. D'ailleurs, je vous mets un code promo dans la description pour Lyft, qui est le concurrent américain d'Uber, et je vous offre 5 $ sur votre première course. Ça n'existe qu'aux États-Unis et généralement c'est un petit peu moins cher qu'Uber. Donc, si vous avez les deux applications, prenez le temps de comparer le prix et de voir celle qui est le moins chère, tout simplement parce que le service est le même et vous remarquerez que les voitures Uber font également Lyft parce qu'ils ont les deux logos dans la voiture, c'est complètement fou. Donc comparez, prenez 2 secondes et vous pourriez faire de belles économies. Les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, si vous aimez le vin comme moi, vous devez en permanence avoir votre carte d'identité sur vous, elle vous sera demandée. Même si vous ne buvez pas, parfois vous pouvez uniquement rentrer dans un bar, on va vous demander votre ID pour vérifier votre âge. Le conseil que je vous donne, c'est de prendre votre carte d'identité française ou votre permis et laissez s'il vous plaît votre passeport à la maison. Le passeport sert uniquement à passer les frontières. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec parce que si vous le perdez, c'est la grosse galère. Combien d'amis ont perdu leur passeport parce qu'ils ont été en boîte avec? Voilà. Danser avec son passeport, c'est un concept que je ne connais pas et que je pense que je ne testerai jamais. Donc prenez une carte d'identité française, un permis français, ça marche très bien, je le fais, malgré le fait que j'ai une pièce d'identité américaine, mais je le fais parfois parce que je me trompe de portefeuille et il n'y a aucun problème, leur seul but c'est de vérifier votre âge. Ok? Autre point, on va souvent vous demander aux États-Unis, dans des bars, de laisser la carte à la caisse parce qu'on va éviter de vous facturer à chaque verre. Exemple, vous prenez 2 verres, on vous facture, bon, vous prenez 2 verres, on vous facture. Ce qui les embête un peu parce qu'aux États-Unis, il faut savoir qu'ils font des pré-autorisations, après ils vous ramènent un petit ticket de caisse et sur lequel vous allez devoir signer et rajouter le pourboire. Et c'est ce ticket qu'ils vont réentrer en machine en fermant le bar. Donc si vous leur en faites faire 50 pour 50 verres au lieu de faire un ticket pour vos 50 verres, ça les embête. Sauf que si vous laissez votre carte, il faut savoir que s'il y a une fraude, s'il y a une folle, votre carte n'est plus sous votre responsabilité. Vous l'avez volontairement délaissée et l'assurance que vous avez avec votre carte en cas de fraude pourrait ne pas s'appliquer. Donc personnellement, je ne laisse jamais ma carte. Je préfère commander, s'il le faut, 2 verres d'avance et garder ma carte et voir si je recommande que de la laisser ouverte parce que voilà, je l'ai une fois oublié étant plus jeune et ce fut une véritable galère. Parce que ça peut arriver en fin de soirée de partir et de laisser sa carte bancaire. Vous ne parlez pas anglais, c'est pas grave, les Américains sont super cool et sont vraiment à l'écoute. Vous pouvez utiliser l'application Google Traduction, vu que vous allez avoir un forfait internet pour pouvoir utiliser la data. Donc, ce qui est bien avec cette application Google, c'est que vous pouvez dicter, oui, vous pouvez dicter sur votre téléphone, ça c'est génial et très peu de gens le font, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous pouvez dicter votre phrase, ça va la traduire en temps réel et en plus, ce qui est cool avec Google, c'est qu'elle va vous lire la traduction. Donc vous allez entendre ce qu'il faut dire avec l'accent. Ça c'est important parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on parle avec le mauvais accent et la personne en face ne comprend pas trop ce qu'on veut dire. Donc là, vous allez pouvoir soit faire écouter votre traduction ou tout simplement l'écouter et la répéter. Donc pensez à installer Google Traduction, elle est gratuite et elle est plutôt fluide. Donc voilà mes conseils pour votre séjour aux États-Unis. Si vous avez d'autres questions, c'est l'émotion, des besoins, n'hésitez pas à me les poser. Sur mon blog, il y a plein de conseils d'hôtels, de bars et de lieux à visiter aux États-Unis. Donc tout ce que j'ai mis, ce sont mes visites.
ce sont mes photos. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément comme certains blogs qui parlent de tous les hôtels américains. Je ne sais pas comment ils ont fait pour les visiter. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis si vous avez des suggestions, je serais super content de les entendre. Salut!